Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Fayon. Bonjour David. Bonjour Patrice. Avant de commencer, David, est-ce que tu peux te présenter? Alors je fais partie de ce qu'on appelle les slashers, pardon. C'est-à-dire que j'ai plusieurs casquettes. La première, je suis à la Poste, où je travaille dans des projets d'innovation, puisque c'est une grande entreprise, la doyenne des entreprises de France, puisque ça remonte à Louis XI, c'est un monopole royal, et une entreprise qui doit se transformer pour pouvoir servir des clients, sachant qu'on est une entreprise à mission. En marge de cela, je suis également, créateur de Numéricissimo. Numéricissimo, c'est l'annuaire des top acteurs du digital en France ou du numérique, c'est synonyme, numéricissimo.fr, et là, on va passer à l'échelle avec la deuxième édition avec plus de 200 acteurs, des start-upers, des dirigeants du numérique, des influenceurs, des journalistes, des, DSI et cetera. Et enfin, je publie, mon 13e livre qui s'appelle «Informez-vous» chez l'éditeur à part. Informez-vous, c'est quelque chose de crucial puisque le poids des informations double à peu près tous les 2 ans, c'est-à-dire toutes les lois de Moore, et il faut faire preuve de discernement, démêler, le bon grain de livret pour agir aussi bien professionnellement que personnellement avec la meilleure, solution, possible. Et également, ça a une importance pour, les informations qui sont utilisées par les entreprises, que ce soit des informations, RH, des informations, sur le chiffre d'affaires et cetera, pour pas induire les dirigeants en erreur et donc avoir une fiabilité des informations, et toute cette fiabilité qu'on a, on peut l'avoir aussi, sur internet, sur les réseaux sociaux où finalement, il y a des manipulations d'opinion, il y a les intelligences artificielles génératives qui sont pas, comment dirais-je? Justes, mais qui sont probabilistes, et donc tous ces natures même de l'information doivent être connues pour agir avec force et détermination. Eh ben voilà, écoute, c'était une belle introduction. En fait, effectivement, David, on se connaît depuis très, très, très longtemps, et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de voir, par rapport tu parlais effectivement de ton 13e livre, donc tu as fait pas mal de livres sur, les réseaux sociaux dans leur globalité. Comment tu vois aujourd'hui, l'évolution des réseaux sociaux ces dernières années? Alors, effectivement, on a été assez pionniers avec Christine Balaguet. On avait écrit un ouvrage, Facebook, Twitter et les autres en 2010, qui a eu, 2 éditions, ultérieures, puis Pro en réseaux sociaux en 2022, chez Vuber. Ça, c'était la petite page de publicité et qui reste, d'actualité. Mais les, réseaux sociaux, ce que je disais, c'était la troisième révolution des télécoms dans l'entreprise. La première dans les années 70, le mail. La deuxième dans les années 90. Non, pardon. La première dans les années 70, le téléphone. La deuxième dans les années 90, le mail, avec la possibilité d'envoyer des pièces jointes et cetera, d'envoyer des mails directement au président de l'entreprise ou au N+2 sans que le N+1 soit au courant et cetera, ce qui pouvait occasionner des tensions. Et puis la troisième phase, année 2010, les réseaux sociaux. Et que ce soit le téléphone, le mail ou les réseaux sociaux, à chaque fois, il y a eu une réticence des dirigeants parce que peur de perdre leur pouvoir. L'information, ça a toujours été le pouvoir, et donc des freins, et on va dire: «Ah là, oui, ben, les réseaux sociaux, c'est une menace ou alors c'est une source de distraction pour les collaborateurs, donc je les interdis». Mais en les interdisant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les usages avec un device personnel peuvent être utilisés au sein de l'entreprise ou même en dehors. Or, tout ça, ça a volé en éclats avec le Covid, avec l'explosion du télétravail, et on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et il faut en être conscient aujourd'hui parce qu'il y a une quatrième révolution qui se dresse. Là, c'est plutôt les années 2030, même si on est à mi-chemin entre 2020 et 2030. C'est l'IA générative massive en entreprise. Et déjà, des entreprises commencent à dire on va interdire ChatGPT, on va interdire DeepSeek. Bon, DeepSeek, c'est chinois, ça peut se comprendre davantage. Mais le fait est qu'avec toutes ces interdictions, et même des applications comme WeTransfer ne sont pas forcément autorisées pour, échanger des volumes importants de données, mais c'est souvent utile dans des fonctions de marketing ou de communication, par exemple, lorsqu'on travaille avec des partenaires extérieurs. Eh bien, si on bride ces accès, eh bien, finalement, on a besoin dans l'entreprise d'avoir 2 PC, un PC pro, un PC perso, et avec le PC perso, on va voir, des usages pro, mais avec des outils qui sont prohibés par l'entreprise, mais qui peuvent être utilisés avec, son environnement personnel. Et donc ça induit aussi une complexité
Mais pour autant, c'est nécessaire parce qu'on a une obligation de résultat. Et pour avoir cette obligation de résultat, on a besoin des outils adéquats. Et il ne faut pas brider certains outils ou les interdire de façon aveugle, mais le faire preuve avec beaucoup de discernement. Parce qu'on s'est aperçu aujourd'hui que finalement, les réseaux sociaux sont très utiles en entreprise, et on pouvait dire: «Ah bah oui, il faut interdire Facebook» et cetera. Le paradoxe est que maintenant en 2025, les réseaux sociaux sont autorisés en entreprise. On peut accéder à Facebook, à X, à LinkedIn et cetera. Mais à contrario, les IA génératives sont, elles, souvent bridées. Alors il y a une autre question qui m'interpelle par rapport à ce sujet-là. On parle beaucoup de dark social aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette capacité des personnes à échanger, en dehors, de l'aspect public. Aujourd'hui, pour toi, qui analyses, ces éléments-là depuis très longtemps, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui se développe encore plus? Parce qu'on peut imaginer qu'à l'époque, on avait les groupes Facebook, par exemple, qui étaient confirmés. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de normal aussi en termes d'évolution des réseaux sociaux, cette partie-là? Alors, c'est une évolution sociale ou sociétale, mais il faut être à la fois conscient des opportunités, communiquer plus, mais des risques par rapport à la fuite d'informations, aux données qui peuvent être confidentielles ou sensibles, avec ce que les professionnels de l'intelligence économique appellent l'information blanche, qui est purement publique pour tous, l'information noire qui relève du secret industriel et qui doit être protégée, et l'information grise, qui est une information qui est secrète, mais qui peut être accessible par des moyens détournés qui sont parfaitement légaux. Et donc c'est ça, cette information grise où il faut être très vigilant, et c'est là où se situe la frontière pour ne pas laisser des secrets de fabrication, des secrets, sur, les clients, leur appétence, leurs envies et cetera, aux mains de concurrents ou de gens malveillants. OK. Alors il y a forcément aussi, aujourd'hui, souvent en tout cas quand on accompagne des dirigeants, une interrogation sur le fait que, est-ce qu'ils doivent prendre ou pas la parole sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour toi aujourd'hui, dans la vision que tu as, c'est, quelque chose d'obligatoire quand on est dirigeant de prendre la parole sur les réseaux sociaux? Alors un dirigeant doit avoir une vision, il doit aussi inspirer, il doit être suivi, et pour être suivi, quoi de mieux que d'être présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier. Mais au-delà de ça, il y a des compétences qu'il a et des compétences qu'il peut acquérir. Soit il acquiert cette capacité à être présent sur les réseaux sociaux, à savoir rédiger au format LinkedIn avec, les formats carrousel, des infographies et cetera pour maintenir, l'attention de l'internaute le plus longtemps possible pour que le post soit considéré comme plus important, plus populaire. Ou alors soit il se fait aider par sa directrice de la communication et ses équipes, soit par des consultants ou des experts de la communication digitale, de façon à améliorer sa visibilité et surtout les messages qu'il va transmettre sur les réseaux sociaux. Parce que le dirigeant, il incarne aussi les valeurs de l'entreprise, le savoir-faire, l'historique, l'ADN de la marque. Et donc ça, c'est important parce que une mauvaise communication peut vraiment faire l'objet d'un bad buzz. Donc, comme on dit, il vaut mieux tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Au même titre, là, il faudrait mieux relire 7 fois son post avant de le publier parce qu'une fois que le coup est parti, c'est difficile de revenir derrière, sauf si c'est dans les premiers temps et qu'il n'a pas fait l'objet de beaucoup de reprises, quoique une copie d'écran est toujours vite arrivée. Alors avant de pour préparer cette émission, tu évoquais aussi, le fait que dans ton livre, hein, le côté formation, à la compréhension, des enjeux de l'information, détecter, tu parlais de toute la partie, virale, des fausses informations, des fake news. Est-ce que c'est des choses qui pour toi aujourd'hui sont essentielles aussi sur la compréhension et de la prise de parole sur les réseaux sociaux pour justement, avoir cette capacité à rebondir et à comprendre les enjeux? Oui, il faut pouvoir détecter la bonne information de la fausse information, l'information factuelle de l'information orientée, l'information générée par un être humain de l'information générée par une IA générative, ou alors même une information générée ou semi-générée par une IA générative et retouchée par l'humain qui peut lui donner ce supplément d'âme. Donc il y a tout un tas de cas particuliers pour lesquels il faut avoir une batterie de réflexes. Et pour autant, un dirigeant doit aussi, s'inspirer, faire de la veille, et pour cela, il doit suivre sur les réseaux sociaux des comptes avec des sensibilités différentes de la sienne, pour pouvoir détecter aussi des signaux faibles. Alors s'il ne le fait pas lui-même, ça peut être ses équipes de veille, ses équipes de com, pour savoir comment sa marque est perçue. S'il réserve le nom d'une marque pour se lancer, je ne sais pas, sur le marché indien ou en Chine,
Est-ce que, le nom de la marque qui va être choisi est connoté, n'a pas une signification négative dans la langue, du pays là où il veut s'installer? Donc il y a plein de petites choses comme ça à faire pour lesquelles, il y a pas le droit à l'improvisation, mais garantir toutes les chances de succès de son côté. Alors il y a une autre évolution, et donc ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, qu'on appelle la facebookisation, de LinkedIn. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette évolution, toi? Alors avant, LinkedIn était un peu comme Viadeo, c'est-à-dire que c'était un CV en ligne et puis, les groupes thématiques sont apparus et puis ensuite, le fait de pouvoir poster en rebond à l'actualité, par exemple, là, les dirigeants qui sont présents à Vivatech, vont faire un post avec quelques photos en disant: «Voilà, j'étais présent à Vivatech». Ils vont taguer en disant: «J'ai rencontré, le président de tel groupe, on a échangé, j'ai vu, la ministre ou le secrétaire d'État, un tel», et cetera, et cetera. Ce qui donne une image, dynamique, une image d'ouverture du dirigeant qui ne reste pas dans son entreprise, dans sa tour d'ivoire, mais qui va à l'extérieur, à la rencontre de ses pairs, à la rencontre de ses clients et qui sort un peu de sa zone de confort. Mais pour autant, avec le fait de pouvoir mettre ses posts, bah, il y a pas que le côté professionnel. Il y a des personnes qui vont, donner des informations qui sont à la frontière sur le développement personnel, ce qui est tout à fait louable, sur, la gestion de son temps, la gestion du stress, donc tout un tas de choses comme ça, mais également des opinions plus politiques, plus polémiques, qui peuvent être sujets à buzz. Parce qu'une information consensuelle et fade va être peu reprise, alors que si elle est clivante, les extrêmes, certaines idées sont surreprésentées, parce que, d'une certaine façon, ils hackent les algorithmes. Alors toi, tu m'as même, quand on a préparé cette émission, tu m'as même parlé de TikTokisation. Alors je n'ai pas encore été jusque-là de LinkedIn, mais tu me disais que ça peut être aussi une évolution aussi de LinkedIn, du fait, de c'est des choses très personnelles et même de la manière de se comporter sur LinkedIn. Alors, il y a déjà une première évolution qui est perceptible, c'est la premiumisation des réseaux sociaux. Pour être visible, il faut payer ou alors, pour avoir, comment dirais-je, des fonctionnalités avancées, pour avoir la possibilité de faire des emails et cetera, et communiquer, contacter des personnes, bah, il faut avoir une formule payante. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a le côté, un petit peu gadget du réseau social, le côté fun où on va mettre des emojis et cetera, qui participe déjà à une fake bouzikisation, voire après, l'étape suivante, c'est une tiktokisation avec des vidéos au format court parce que, on n'arrive pas à capter l'attention de quelqu'un, trop longtemps. Donc on a besoin de formats courts, ce que YouTube a introduit avec son format short pour moins d'une minute pour concurrencer, du même coup TikTok, et c'est un peu la guerre, et je reprends cette comparaison entre, Badoit et Perrier. Le Perrier, c'est une boisson à grosse bulle. Badoit faisait une boisson petite bulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Badoit a fait une boisson, rouge, grosse bulle, qui a concurrencé Perrier, et Perrier a répondu au tac au tac en disant: «Bah, on va faire Perrier fine bulle», non pas, avec un emballage, vert, mais avec un emballage, bleu, et du même coup, finalement, ils se concurrencent partout. Pareil, Facebook, c'est d'un côté, mais après, pour les vidéos, on a YouTube qui a voulu concurrencer TikTok avec le format short, et TikTok a riposté à YouTube avec le format long. Voilà, et pour cette fakebouzisation de TikTok, il ne faut pas perdre de vue qu'il y avait eu les stories qui avaient été lancées sur Sur Instagram. Sur Instagram, qui ont été reprises sur, LinkedIn. Mais LinkedIn a fait marche arrière parce que peut-être qu'ils ont été trop loin justement dans ce côté gadget avec ces petites vidéos, courtes, éphémères, et donc ils ont fait marche arrière. Mais pour autant, avec aussi un rajeunissement, du public sur LinkedIn, parce que maintenant n'importe quel étudiant ou étudiante en école de commerce, en école d'ingénieur, dès que la personne a 18-19 ans, est sur LinkedIn. Parce qu'elle va rechercher son premier stage et cetera. Elle a besoin de développer déjà sa communauté. Ma fille, à l'âge de 18 ans, était déjà sur LinkedIn, et c'est pas étonnant, et donc avec ce rajeunissement, ben, on a aussi besoin d'avoir un contenu qui correspond à cette cible-là. Donc la première étape, c'est la facebookisation. Après, est-ce que ça va aller vers une tiktokisation? C'est possible, à moins que, pour des questions d'ordre économique, de rentabilité, de valorisation, des posts et cetera,
LinkedIn décide justement de rester, avec un côté, sérieux. C'est ce que disait, Éric Delcroix. Facebook et LinkedIn, c'est pareil, sauf que sur LinkedIn, c'est Facebook avec une cravate. OK. Alors, bah, on parlait de TikTok justement pour toi aujourd'hui, de ce réseau social, est-ce il faut se poser la question quand on est, dirigeant, savoir est-ce qu'on doit y être présent ou pas? Aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu penses de de ce positionnement que peut avoir certains dirigeants sur ce réseau social? Alors ce que je constate, c'est que les marques, Renault, BMW, dans l'automobile par exemple, sont sur, TikTok. Gouvernement FR est sur TikTok, alors qu'on pourrait, penser que c'est une institution et donc ça doit carrer quelque chose de sérieux et en plus TikTok a une autre particularité, c'est que c'est le seul réseau social massivement utilisé qui n'est pas américain mais qui est chinois. Avec une problématique quant aux données qui sont utilisées et la réutilisation qui peut être faite, sachant que l'algorithme est addictif et hyper puissant et peut-être 2 ou 3 fois plus addictif que celui d'Instagram et que Instagram, dévalorise aussi, l'image de la jeune fille avec des taux de dépression, voire de tentatives de suicide qui sont supérieurs, parce que, on a une quête de recherche d'être aimé, de likes, de commentaires et que si un post est shadowban ou, est moins, visible, ça peut, générer une remise en question en disant: «Pourquoi j'ai fait ce post qui était censé être viral, n'a pas connu le succès?» Alors, ce qui est valable pour les marques est peut-être aussi valable pour les dirigeants des marques. Il y a des dirigeants qui aiment se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Michel, Édouard Leclerc, des patrons d'entreprises, familiales ou qui ont un côté, assez, on va dire proche du peuple, ou proche des clients. Un dirigeant dans le B2C aura tendance à y aller. Un dirigeant dans le B2B, je dirais non, puisque, les clients sont, des entreprises avec un aspect, non visible, du commun des mortels et donc là, c'est pas forcément intéressant. C'est plutôt les réseaux professionnels, les réseaux parallèles, plutôt que les réseaux sociaux pour le B2B, quoique LinkedIn, aide aussi pour le B2B. Mais, pour TikTok, moi, ce que je vois, c'est certains dirigeants dans le B2C principalement. OK. Alors, dernière question traditionnelle, est-ce que tu aurais des noms qui te viennent à l'esprit de personnes, pour toi, il faudrait suivre, pour, s'informer ou en tout cas, sur LinkedIn, développer, sa veille ou en tout cas son information par rapport, à des sujets importants pour toi? Alors il y a 2 approches, soit des influenceurs ou des top voice comme on dit, et il y en a beaucoup, ou soit, carrément des influenceurs thématiques par niche. Par exemple, dans le domaine, du climat, il y a des figures comme, Jean-Marc Jancovici qui méritent d'être suivis, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais au moins, comme je disais, ça participe au débat d'idées et au pluralisme. Il faut suivre des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous, pas faire des copier-coller de soi-même, mais avoir des personnes de tous bords, de tout horizon, pour comprendre aussi les arguments des autres et un dirigeant, il est confronté aux partenaires sociaux et parfois, il doit faire du dialogue social et c'est pas simple pour lui et donc c'est aussi intéressant pour lui de suivre, des représentants de ses partenaires sociaux, de ces fédérations, professionnelles ou par exemple un dirigeant qui est dans l'automobile, ou dans l'industrie peut très bien suivre, des personnes des syndicats de la métallurgie, par exemple. Heu, Moi, je pense qu'il faut avoir cette approche quand même de plasticité intellectuelle consistant à dire: «Je sors de ma zone de confort et je veux capter des signaux faibles, des tendances et cetera, qui soient intéressantes à voir et pas simplement des influenceurs, ou des leaders d'opinion françaises, mais aussi à l'international». OK. Bah, merci beaucoup David, de cet échange. On prendra une photo, vous verrez que c'était dans des conditions un peu particulières. On était debout, cachés, derrière le centre de médias, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Merci encore, David, d'avoir accepté, ces échanges, et ta participation donc au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager ce podcast à un ou une amie. Vous savez que c'est comme ça qu'on se fait connaître ou, noter en fait, au maximum, sur les plateformes de streaming, notre podcast. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours pour encore une belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Merci David. Merci.